Donc, je m'appelle Anne, j'ai 53 ans, je suis médecin dermatologue, installée en libéral et j'ai 2 enfants. Quelle était ta vie avant l'acouphène pulsatile? Bon, une vie tout à fait classique, hein, d'une nana qui adore les voyages, son job. Moi, je travaille beaucoup, je suis plutôt une grosse bosseuse. Voilà, la vie avec des enfants, enfin voilà, une vie standard avec des copains, enfin, une vie très classique. Je suis quelqu'un de plutôt jovial, bien dans ses pompes, contact facile avec les gens, voilà, j'aime la vie, je me marre, enfin une vie assez classique. Bah ça a été, comme on dit tout le temps en médecine, ça a été un coup de tonnerre dans un ciel bleu, hein, c'est-à-dire qu'il y a un jour sans acouphène pulsatile et il y a un jour où l'acouphène arrive, où on se dit que c'est une petite otite, qu'on a de l'eau dans l'oreille, que voilà que ça va passer. Mais moi, en tant que médecin, je comprends bien que c'est pas l'acouphène du bruit d'aspirateur et d'espèces de comme ça quand on a l'oreille un peu bouchée, on se mouche et ça va mieux. Là, je comprends tout de suite que mon bruit, il est rythmé sur mon rythme cardiaque, puisque je l'entends, ça fait wouh 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 comme ça. Ensuite, avec le temps, c'est plutôt devenu un peu une sirène de voiture ou un cri de mouette, c'est plutôt du oui 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 comme ça. Et quand tout de suite je prends mon pouls, je vois bien que le bruit il est rythmé avec mon pouls. Et quand je monte les escaliers, le bruit s'accélère. Quand je dors, quand je suis posée, il diminue. Quand j'ai une grosse migraine, là ça devient infernal. Là c'est vraiment une sirène de bagnole, oui 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 comme ça, horrible. Le bruit est vraiment un cauchemar. Mais au début, quand on l'a, on se dit forcément que ça va s'arrêter. Donc on se mouche bien, on se lave le nez, on se met des gouttes dans les oreilles, même si on sent que ça va pas, c'est pas un problème ORL. Moi, j'avais espoir au début que ce bruit s'arrête, et en fait, il n'a fait qu'augmenter et il ne s'est pas arrêté pendant 3 ans. En fait, ce bruit s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il est permanent, donc t'accompagne toute la journée et surtout toute la nuit. La journée, il y a des gens qui parlent, il y a des bruits, moi je suis en consultation, je parle aux patients, donc moi je sens que j'augmentais ma voix parce que j'entendais le bruit dans mon oreille et j'étais obligée d'un peu de m'adapter par rapport à ça. Mais en fait, la nuit c'est horrible parce que la nuit il y a du silence et on peut pas dormir sur son oreille parce que c'est décuplé. On essaye les boules caisses, mais le bruit ne vient pas de l'extérieur, donc ça ne fait qu'augmenter le bruit. Donc là, on se retrouve dans une espèce de vase clos avec ce bruit. Moi, la sensation que j'avais, c'était que j'étais prise en otage par mon propre corps, en fait. Je n'avais aucune solution, donc oui, j'ai mis des bruits blancs, alors des bruits de vagues, des bruits d'oiseaux, des bruits de nature, de la musique, etc. Mais en fait, on dort plus, donc on est obligé de s'assommer, on est obligé de s'assommer avec des somnifères, voilà, pour essayer de dormir. Et on se réveille et ce bruit est toujours là. Il y a des nuits, mais j'avais envie de me taper la tête contre les murs, fallait que ça s'arrête, quoi. Donc j'appuyais sur ma carotide et puis le bruit s'arrêtait, mais on peut pas s'appuyer sur la carotide toute la journée. C'est vraiment, je ne souhaiterais pas ce bruit à mon pire ennemi. La journée, on se lève déjà, on n'a pas bien dormi, donc comme on n'a pas bien dormi, on est déjà complètement à l'ouest. J'avais tout le temps un espèce de brouillard mental, des vertiges, des nausées, donc on peut pas déjeuner. Quand on déjeune, on a des nausées. Je prenais ma voiture, je faisais hyper gaffe sur l'autoroute, j'étais pas bien. Ensuite, quand j'étais avec le patient, ça allait parce que le bruit était couvert par la parole, donc et puis je pensais aux problématiques des autres, donc voilà, ça allait. Et puis je me cachetonnais tout le temps parce que j'avais très mal à la tête. J'avais une algie vasculaire associée, donc une algie vasculaire pareil, je veux dire entre l'algie vasculaire et l'acouphène pulsatile qui sont quand même 2 pathologies qu'on dit suicidalgiques, c'était quand même le pompon. Donc j'avais de l'oxygène au cabinet, je me faisais des piqûres de triptan, je prenais pas de codéine quand je bossais parce que ça me donnait encore plus envie de dégueuler, donc voilà. Donc je prenais des anti-inflammatoires, des anti-migraineux, enfin j'étais rentrée dans une cascade infernale. Et puis le soir je rentrais, je m'occupais de mes gamins, la semaine où je les avais pas, je rentrais, je me couchais. Donc c'était vraiment un mode survie où en plus j'étais algique tout le temps. J'avais vraiment cette algie vasculaire de la face 4, 5, 6 fois par jour. Au début, pendant toute la période de errance, voilà, on n'arrive pas vraiment à trouver le diagnostic, on met pas de nom, on trouve pas de solution, et puis finalement on me dit que j'ai rien, que les examens sont normaux, que va falloir t'y faire, va falloir prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, est-ce que t'es pas un peu déprimé, est-ce que c'est pas ton divorce, est-ce que tu travailles pas trop, etc. Donc au fur et à mesure,
l'entourage essaie de me rassurer en me disant mais écoute Anne, il y a un moment où on te dit que t'as rien, tous les examens que tu passes ils sont quasiment normaux, donc il y a un moment il va falloir que tu te fasses peut-être à l'idée que t'as peut-être un syndrome dépressif ou que t'es peut-être fatiguée, que t'es peut-être surmenée, voilà. Puis après je sens que les amis entre eux ils parlent un peu, alors ils disent ah dis donc Anne, elle va pas fort hein, dis donc, bah oui, bon puis voilà, puis de toute façon la vie sociale elle s'arrête vite hein, parce que moi j'avais des nausées terribles en fait, cette acouphène, en fait vraiment ça me portait au cœur parce que je pense que l'acouphène était tellement proche de mon oreille que j'avais une perturbation de l'oreille interne, c'est comme ça que je l'interprète. J'avais tout le temps le mal des transports, donc en fait on arrête les restos, on arrête les sorties, puis de toute façon on dort pas, donc moi j'étais un peu en mode survie, hein, m'occuper de mes enfants et puis gagner ma croûte en allant au boulot. Donc j'étais rentrée vraiment plus dans un mode de survie qu'une vraie vie, vie sociale. Hein. En fait, tout au début du souffle, hein, les premières fois où je l'ai entendu, j'étais devant la télé, donc à côté de mon fils, donc qui a 12 ans à l'époque, et il a sa tête posée contre la mienne. Et là, il fait un bond en arrière, il me dit « Mais c'est quoi le bruit que j'entends On a l'impression qu'il y a une fuite dans ta tête. » Et là, c'était tout au début, je commençais à réaliser que c'était pas normal, et en fait, pour moi, ça a été vraiment une sonnette d'alarme. Je me suis dit, ah ouais, là, ok. Donc, si quelqu'un d'autre entend le bruit que j'ai dans ma tête, c'est carrément pas normal. Donc là, j'ai pris mon téléphone. Hop, Eric, mon pote neuro. Eric, j'entends un souffle dans ma tête. Mon fils l'entend. Il m'a dit, ah ouais, là, c'est carrément pas normal. Je vais te voir demain matin. Et le lendemain matin, j'étais chez lui. Et là, j'ai compris qu'il se passait un truc qui était pas cool. Tout de suite, lui, il a mis le doigt en me disant « Ça souffle dans tes carotides, tu as un problème au niveau de tes carotides. » Il a décroché son téléphone, il a appelé une amie qui était angio. Donc j'ai vu son amie angio qui m'a fait un Doppler des carotides. Et là, elle m'a dit « Bah non, les carotides, elles sont complètement normales, il n'y a rien au niveau des carotides, ça souffle un peu au-dessus, il y a une accélération du rythme au-dessus, mais je vois rien au niveau des carotides. » Et toute la problématique de mon dossier, en fait, elle a commencé à ce niveau-là. À partir du moment où on a éliminé d'emblée l'endroit où se situait le problème. Donc après, on m'a dit que c'était une fistule artério-veineuse, qui est un diagnostic éventuel. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait des coupes cérébrales et on n'a pas vu de fistule. Après, on m'a envoyé chez l'ORL, donc l'ORL m'a fait un scanner des rochers, on m'a dit qu'il n'y avait rien, sauf que, je suis passée en RCP parce que j'avais une image qui était hautement suspecte d'une tumeur vraiment de diagnostic effroyable. Bon bref, et puis finalement, au bout de quelques semaines, on m'a dit « Ah non, en fait, c'était une image construite, c'était pas ça ». Donc, et de 1, je n'avançais pas sur mon diagnostic, et de 2, je ressortais avec des trucs en plus. Donc finalement, on a fini par me faire un scanner des troncs supra-aortiques. Et là, on a vu que j'avais une dysplasie. On a vu que j'avais une dysplasie, mais on m'a dit « Oui, non, mais ça, c'est un incidentalome, ça n'explique pas tes nausées, ta perte de poids, etc. » Je me suis fait hospitaliser, et là, on se fait couper en tranches. J'ai fait un PET scan, on a vu que j'avais des nodules pulmonaires, mais finalement c'était des trucs anciens. J'avais un peu un médiastin élargi, mais non, finalement c'était normal. J'avais peut-être une nécrose des artères mésentériques, je sais pas quoi, donc non, en fait c'était pas ça. Bref, on trouvait tout le temps des trucs graves, mais rien qui solutionnait mon problème. Et donc on a fini par me dire, ok, au revoir, courrier de sortie, anxiolytique, antidépresseur, et va pleurer chez ta mère. Honnêtement, un truc comme ça chez quelqu'un de fragile, je vous dis pas la cata. Donc moi, je suis pas du tout suicidaire, mais pourtant, je me disais, mais si ce bruit ne s'arrête pas, je ne vais pas avoir d'autre solution que de me flinguer. Parce que je peux pas vivre avec ce bruit. C'était vraiment... Alors quand j'en parle, les gens, je vois bien qu'ils ont un petit sourire en mode... elle dramatise le truc et tout, mais honnêtement, ce bruit, c'est un cauchemar. Mais je me souviens toujours de ce jour au cabinet, le patient part, j'avais mal à la tête comme ça, j'entendais ce bruit et tout. Et là j'ai dit non mais Anne, maintenant tu passes la seconde, c'est plus possible. Je me suis mis sur Google, j'ai tapé partout acouphène pulsative. Et encore, moi j'avais la chance de pouvoir écrire ce nom. Et voilà, acouphène pulsatile, dysplasie fibromusculaire, carotide. Et donc c'est là que je suis tombée sur, au départ, le centre de Marie-Laine Long. J'ai vraiment fait une lettre en expliquant ma situation, ouais, en expliquant au-delà du médical que moi j'étais arrivée au bout du rouleau. Hein. Alors j'ai pas écrit que j'allais me suicider, mais j'ai dit que le bruit était suicidalgique et que j'en pouvais plus en fait, que je pouvais plus. Et vraiment ce que j'ai apprécié, j'ai trouvé un mail, j'ai envoyé et le lendemain j'avais quelqu'un au téléphone qui m'appelait en plein milieu de la consultation, j'ai tout bloqué, qui m'a dit vous pouvez pas rester comme ça. Et là ça y est, j'ai senti que le début du mieux allait commencer pour moi.
Marie Lannelongue m'a reconduit donc à la Riboisière auprès du professeur Emmanuel Houdard. Et là, pour moi, le ciel s'est ouvert parce que un spécialiste qui savait de quoi je parlais, qui a été quand même atterré quand il m'a vu arriver dans son bureau, qu'il a posé son stéto sur mes carotides autour de mon crâne, il est devenu blême. Déjà, il a pensé que j'étais en train de disséquer mes carotides, tellement le souffle était important. Et puis, voilà, 3 secondes après, j'étais de nouveau dans le scanner. Et alors, on savait, on avait fini par découvrir que j'avais donc une dysplasie fibromusculaire, c'est-à-dire une anomalie du tissu artériel des carotides. Donc, en fait, ce qui m'a marqué, c'est quand il m'a dit « On vous a bien sûr dit que vous étiez dépressive ». Et là, j'ai compris qu'en fait, ça n'en était pas au premier coup d'essai et que c'était ce qui revenait dans cette pathologie quand les médecins étaient en échec. On disait aux patients que c'était lui le fautif. Donc c'est quand même un peu double peine parce que et de 1, on a un truc qui va pas et de 2, on est en plus responsable de ce qui ne va pas. Et donc là tout de suite j'ai compris que lui ça allait pas du tout être la même limonade et que il savait qu'on disait ça aux patients. Et moi tout de suite j'ai senti que j'allais être prise en charge. Il m'a fait la bonne imagerie au bon endroit avec des experts qui connaissent la pathologie. Donc il m'a dit que j'avais eu un hématome dans ma carotide avec un faux chenal. Donc j'ai bien disséqué à minima cette carotide, ça a resserré les petits fragments, les espèces de petites membranes dans la dysplasie et c'est ce qui a été responsable de mon acouphène. Et surtout, il m'a dit qu'il y avait des solutions. Alors que moi, quand j'évoquais le sujet, on me disait ça se fait pas, ne le fais pas, c'est hyper touchy comme intervention, tu vas rester sur la table, tu vas faire un AVC. Non mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc en gros, on vous laisse dans votre merde quoi. En fait, l'intervention, elle m'a été expliquée de façon très très simple. Le professeur a été très clair. Voilà, il m'a fait un petit dessin, il m'a expliqué où se situent mes petits fragments, mes petites membranes là. Et puis, en fait, c'est un problème mécanique. Donc, c'est un problème de tuyauterie en fait, tout simplement. Donc, le tuyau il est resserré, ça crée des turbulences. Bon, on va le dilater avec un stent. En plus, moi, je suis médecin, donc ça me parlait tout à fait ce qu'il me disait. Après, bien sûr, j'ai demandé quelles étaient les complications parce que forcément, j'avais un peu peur de ça. Complications, il y en a dans chaque acte chirurgical. Voilà, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis surtout, moi, je me suis sentie en confiance parce que je crois qu'il n'y a rien de tel qu'un praticien qui connaît hyper bien une pathologie, qui est vraiment dans un travail de niche et qui fait ça toute la journée. Je me suis sentie hyper rassurée. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a quelqu'un dans son équipe qui avait la même maladie que moi et à qui il avait posé un stent et il m'a laissé une demi-heure dans son bureau avec cette personne que je remercie encore. Elle, ça faisait 3 mois qu'elle avait l'acouphène. Elle m'a dit j'aurais pas attendu un jour de plus. Je sais pas comment vous avez tenu 3 ans. Et donc je me suis sentie hyper épaulée, hyper en confiance. Je dis pas que j'avais pas peur parce qu'on m'avait tellement dressé le tableau en amont, comme quoi ça se faisait pas, que voilà, mes enfants me disaient mais maman pourquoi tu fais pas opérer? Donc moi je leur avais dit non, en fait c'est une intervention qui est dangereuse, à tel point que quand moi je suis partie me faire opérer, mon fils passait le bac, il avait 18 ans, il était même pas au courant que je partais me faire opérer. Ils étaient chez leur papa, voilà, j'ai laissé une lettre sur la table de la cuisine quand même, en expliquant la situation, que j'allais me faire opérer, que je les ai pas prévenus parce que Mathieu passait le bac, etc. Et donc je suis partie avec une petite valise à Paris me faire cette intervention avec quand même un peu la peur de me dire et si dans ma ville on m'avait vraiment dit en fait que c'était dangereux et si j'allais y rester ou faire une complication neurologique. Donc forcément moi j'étais un peu flippée, ouais. Le réveil, on est éveillé pendant cette intervention. Moi j'avais demandé à avoir des boules caisses dans les oreilles pour bien entendre le moment où j'arrêtais d'entendre le bruit. De toute façon, dans cette salle, il plane un silence, on entend les mouches voler, on sent qu'il y a une concentration de dingue. Moi, j'avais l'écran à ma gauche, donc je comprenais tout ce qui se passait, je voyais les assiettes empilées de ma carotide, je voyais le ballonnet monter, donc en fait, j'étais très focus là-dessus. Je m'étais un peu mis aussi en auto-hypnose. Et en fait, je crois que le truc le plus dingue, c'est ce moment où en fait on entend oui, 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 et ça fait ça. Et là j'ai pleuré et j'ai dit, c'était pas très classe, j'ai dit oh putain,
Voilà. Ça a été le mot que j'ai prononcé. Et là, le professeur Houdard est venu à côté de moi, a baissé son masque et m'a dit « Ça marche mieux que les antidépresseurs, non ?» Et j'ai pleuré de fatigue, de soulagement, d'angoisse qui se relâchait. Et ça a été un moment émouvant. Oui, je sens. Alors, aux patients, vous connaissez hyper bien votre corps, donc quand il y a un truc qui se passe et qui n'est pas normal, écoutez-vous. À partir du moment où vous avez un acouphène pulsatile, moi j'ai envie de dire un truc, l'acouphène pulsatile, il ne peut pas être physiologique. C'est-à-dire c'est pas lié à rien, c'est toujours pathologique. Alors des trucs plus ou moins graves, hein, mais ça peut être le vaisseau qui est serré, mais ça peut être un truc qui comprime, ça peut être une fistule. Bon bref, il y a des étiologies, c'est-à-dire il y a des causes à un acouphène pulsatile. C'est pas le bruit d'aspirateur que vous entendez et que personne n'entend. Il y a une vraie cause. Donc quand vous avez ce genre de truc, il ne faut pas arrêter, stopper les démarches. Il faut vraiment vous accrocher en disant au médecin « Écoutez, moi, ce que j'ai, c'est pas normal et je sais que c'est pas normal et donc il faut que vous m'adressiez à la bonne personne. » Donc vraiment, et je crois que plutôt que de faire des petites imageries, chacun dans son coin, un ORL qui fait un truc, le généraliste qui fait un autre truc, voilà, un neurologue qui fait un truc, je crois qu'il faut tout de suite s'adresser au centre de référence, en fait, appeler à la riboisière, dire voilà, mon patient il a un acouphène pulsatile, prenez-le en charge, parce que rien de tel qu'une bonne imagerie faite une fois pour toutes au bon endroit, plutôt que plein de petits examens complémentaires qu'on n'arrive jamais à récupérer, les CD sont pas de bonne qualité, etc. Donc voilà, pour le patient, ne lâchez pas l'affaire, et pour le médecin, vous avez un patient qui a un acouphène pulsatif, c'est pas normal, écoutez-le, je crois que on n'est quand même pas cinglé au point d'inventer un truc qu'on n'a pas. Et puis, de toute façon, ça s'entend hein, au stéthoscope, ça s'entend au Doppler. Je veux dire, quand on fait un Doppler, ça me faisait penser au Doppler là qu'on a quand on est enceinte, où on entend le rythme cardiaque du bébé. C'est exactement la même chose. Hein, on entend wou, 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 wou. Donc, en fait, c'est perceptible. On peut pas inventer ça. Je veux dire, le corps ne peut pas inventer ça. Donc, je crois qu'il faut creuser et surtout, il faut écouter votre patient. Parce que par exemple, moi quand on m'a posé le stent, mon algie vasculaire s'est arrêtée. Donc on me disait que c'était pas lié. Peut-être que c'était pas lié, mais le fait que après la pose du stent, je n'ai plus eu d'algie vasculaire. Donc je crois qu'il faut écouter ce que le patient a à nous dire. Moi là où j'en veux en fait, c'est que on n'a pas passé la main. Moi, en tant que médecin, il y a des trucs je sais pas faire. Eh ben, je vais passer la main. Je vais dire, écoutez, moi, je sais pas répondre à votre problématique. Je dis pas qu'il n'y a pas de problématique, mais moi, je sais pas vous prendre en charge. Mais je vais passer la main à des équipes qui sont spécialisées. Honnêtement, moi, pendant mes études, j'ai jamais entendu parler particulièrement de l'acouphène pulsatile. Je pense d'ailleurs que ça devrait porter un autre nom, parce que quand on dit acouphène, eh ben, on a l'impression que c'est le bruit d'aspirateur, là, le ouh. Parce que moi, quand je parle d'acouphène, tout le monde, il m'y va de sa petite histoire. Ah bah oui, moi j'ai ça de temps en temps. Quand je parlais à une copine un jour, elle me dit, ah bah oui, moi un jour, dis donc, j'ai eu la crève, j'ai eu des acouphènes pendant 10 jours. C'était infernal, je sais pas comment t'as fait pour supporter ça autant, parce que moi, déjà au bout de 10 jours, ça m'a flingué le moral. Donc, on mélange trop. Il faut qu'il y ait pulsatile, ça c'est hyper important parce que c'est quand même le principe de la sémiologie. Et c'est d'ailleurs, quand quelqu'un parle d'acouphène, moi maintenant des fois j'ai des patients qui me disent tiens j'ai un acouphène. D'ailleurs j'ai envoyé je crois 2 ou 3 patients au professeur Houdard qui ont un véritable acouphène pulsatile. C'est-à-dire que je leur ai pris le pouls et je leur ai dit mimez-moi quand machin, oui. Bon ben voilà, le diagnostic il est fait, c'est un acouphène pulsatile, point barre, ça va pas plus loin. Donc ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, c'est ultra simple, je veux dire au niveau de la sémiologie, c'est ultra simple, et en même temps, et il n'y a pas non plus des milliards d'étiologies, il n'y a pas des milliards de causes, hein, c'est pas, il y a des maladies bien plus compliquées que ça à diagnostiquer, et pourtant il y a une espèce d'errance autour de ça qui est dingue. Quelle émotion domine quand tu te repenches sur cette partie de ta vie? La colère. La colère de ne pas avoir été entendu, la colère d'être un soignant qui prend en charge l'autre patient et qui n'est pas entendu quand on a besoin qu'on s'occupe de moi. C'est en fait ça que j'ai ressenti vraiment en premier. La colère, le désarroi, une grande fatigue physique avant tout et émotionnelle.
Donc en fait oui, hein, quand on me disait oui mais t'as une dépression, ah j'ai certainement fait une dépression réactionnelle, ça c'est sûr, c'est certain, mais en tout cas on voulait me faire croire que c'était ma dépression qui faisait que j'étais pas bien, et ça jamais de la vie. Moi il y a eu J0 où j'allais bien, J1 où j'allais plus bien, donc je ne veux pas entendre le c'est ta dépression qui faisait que tu entendais ce bruit dans ta tête, ça c'est pas possible. Est-ce que tu te sens encore en colère aujourd'hui? Ouais, je crois que c'est pas passé. Si j'ai accepté de faire cette vidéo, je crois que c'était un peu cathartique. Voilà, un peu. J'ai pensé aussi à écrire sur le sujet. C'est une façon, je crois, pour moi, de passer à autre chose. L'idée n'était absolument pas d'aller chercher des poux dans la tête aux médecins qui se sont occupés de moi. J'ai pensé des fois à écrire un mail pour leur expliquer, mais j'ai compris qu'ils étaient tellement bloqués dans leur schéma, voilà, que de toute façon on aurait toujours trouvé oui mais c'était pas facile, t'étais dans un état. Je me suis dit que j'allais être encore la responsable de ce truc et que ça allait juste enfoncer une porte fermée. Donc voilà, j'ai pas fait le truc. Mais par contre, j'ai fait cette vidéo parce que j'aimerais bien que ça n'arrive pas à d'autres patients. Voilà, donc c'est du partage. Est-ce que tu aurais une phrase qui définirait ton parcours? Eh bien, c'est assez violent, mais c'est comme ça que je le ressens. Moi, je pense que c'est de la maltraitance médicale. C'est comme ça que je le ressens. C'est un peu violent à entendre. Mais moi, je me suis sentie maltraitée dans ma prise en charge. J'ai vu des praticiens qui venaient à mon chevet me voir et à qui on avait dit auparavant ouais tu vas la voir, mais tu vas voir, elle est dans un état machin, et où finalement on ne m'examinait pas, on ne posait pas de stéthoscope sur moi, mais où on s'asseyait à côté de moi, et comme en plus on me connaissait, on me disait ça va, tu bosses pas trop en ce moment, puis en plus on vient d'apprendre que tu viens de divorcer, puis tes enfants, puis tu crois pas que tu devrais te reposer, puis tu crois pas que tu devrais te mettre en arrêt de travail. Donc en fait j'avais plus l'impression d'avoir des consultations de psy que des consultations vraiment médicales. En plus, comme j'avais perdu du poids et que je suis une femme, je pense que ça n'a pas aidé. C'est vraiment, je le dis vraiment, je pense que même c'était entre 2016 et 2019, même à cette époque-là, je pense que la femme, quand elle a un problème médical, très vite on lui colle le tampon de totoche, de dépressive, d'anorexique, voilà, très vite je pense qu'on est estampillé un peu, moi je dis ça les totoches. Donc je pense que j'aurais préféré être un homme un peu trapu qui tape du poing sur la table et qui dit non, moi j'allais bien et je vais plus bien, et maintenant vous allez chercher ce que j'ai et vous allez m'aider. Et ça j'ai pas osé le faire parce que je pense que j'étais tellement désemparée et épuisée physiquement que j'ai pas osé le faire. Et comment va ta vie aujourd'hui? Eh bien ma vie elle va très bien. Donc moi on m'a posé le stent, donc déjà et de 1 j'avais plus le bruit, et de 2 je n'avais plus l'algie vasculaire de la face, donc imaginez, plus ce bruit lancinant, plus la douleur. J'ai surtout arrêté, j'avais plus du tout de nausée, donc j'ai pu me renourrir correctement, plus de vertige, donc j'ai pu reprendre une vie sociale. Au niveau du sommeil, c'est plus compliqué parce que quand on dort pendant 3 ans avec des somnifères, on a une qualité de sommeil qui est voilà. Je pense que je suis assez irritable au bruit répétitif, c'est-à-dire qu'il y a un truc que je ne supporte plus. Ça va être quelqu'un qui va taper comme ça et qui va faire un bruit répétitif. Dès que j'entends dans la rue une sirène, une alarme de voiture, je suis en angoisse et je demande aux gens si c'est... Tu entends le bruit? Alors pas bien sûr le oui, oui, là je me doute bien, mais un petit oui, oui, assez lointain. Tout de suite, je vais me stresser et je vais dire à la personne qui est à côté de moi, tu entends le bruit de la sirène ou pas? Alors les gens sont un peu surpris, ils disent oui, et ça me rassure quelque part. Donc je suis devenue un petit peu stressée sur certains trucs. Alors après, moi j'ai une maladie qui fait que l'autre côté est atteint, donc je vais certainement devoir avoir un stent de l'autre côté, parce que j'entends le bruit qui arrive, mais maintenant je sais où je mets les pieds, je sais ce que j'ai, donc je suis pas du tout angoissée par rapport à ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Moi, ça m'a transformée au niveau de la prise en charge de mes patients. C'est-à-dire que quand j'ai en face de moi un patient qui me dit, écoutez, je suis pas fou, je suis pas folle, mais j'ai ce symptôme-là et on n'arrive pas à trouver ce que j'ai, mais moi, ça me pourrit la vie. Eh bien, je crois que je ne balaye pas d'un revers de main et j'essaye de les écouter et j'essaye de trouver des solutions avec eux ou en tout cas de passer la main beaucoup plus facilement. Donc ça m'a rendue vraiment plus humble au niveau de la prise en charge de mes patients. Voilà, ça a changé ça. Ça a changé aussi que j'apprends désormais à plus écouter mon rythme. C'est-à-dire que quand je suis crevée, je suis crevée. Quand je peux pas travailler parce que je sens que j'ai une surcharge de travail, eh bien je ferme des jours au cabinet, je me repose plus, je prends un peu plus soin de moi parce que j'ai vraiment touché du doigt ce que c'était que la dégringolade physique. Parce que quand on perd 10 kilos en un mois, c'est vraiment une dégringolade physique, fonte musculaire, etc. C'est très très loin à rattraper. Et donc j'ai un peu touché ce que c'était quand la santé s'en va en fait. Et qu'on peut plus avoir son rythme de vie et que tout bascule d'un coup. Donc je suis beaucoup plus sensible maintenant. Je suis quelqu'un déjà plutôt empathique, donc ça m'a encore rajouté un cran d'empathie. Voilà. Mais au niveau de ma pratique, il y a un truc que ça a changé, c'est quand on me demande des arrêts de travail pour des trucs complètement cons. Ça me rend un peu agressif parce que moi je me suis fait poser mon stent, j'ai eu mon pansement compressif et 3 jours après j'étais au cabinet, je marchais comme ça avec mon compressif et quand j'avais des patients qui me demandaient des arrêts de travail pour des virus sur les mains ou je sais pas quoi, j'avais envie de mordre et ceux-là faut pas trop qu'ils viennent me titiller trop longtemps, ne venez pas près de moi chercher un arrêt de travail. Voilà, un petit peu d'humour pour la fin. Mais en tout cas, voilà, chaque truc qu'on vit au cours de sa vie, ça permet quand même de nous faire grandir. Je suis beaucoup plus patiente. Je prends plus mon mal en patience parce qu'honnêtement, j'ai passé quand même 3 ans énormément dans mon lit. Voilà, à regarder des films, à lire, à me reposer. Donc je prends les choses avec plus de recul, plus de patience. Et je suis plus à l'écoute de ce que peuvent ressentir les autres. Encore plus. Merci beaucoup, Anne. Merci. De rien, avec plaisir.